Les amis, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, on va évoquer les problèmes du football français. On le sait, le foot français connaît quelques problèmes en ce moment. Il a été critiqué, notamment suite à l'Euro 2024. On va essayer vraiment de faire une critique globale du football français et on va voir que le football français traverse une crise existentielle. Il y a vraiment de gros problèmes philosophiques qu'il faut traiter, qui sont inhérents à la formation de jeunes joueurs français et qui pâtissent évidemment sur le niveau de la sélection A dirigée par Didier Deschamps qui a évidemment essuyé de très nombreuses critiques à juste titre. Parfois les gens sont un peu durs avec lui, mais on va essayer de faire un peu d'histoire récente sur le style du football français. On va parler de la formation des jeunes footballeurs français. On va vraiment essayer de parler de tout ça, le tout dans un contexte aussi d'euro un peu raté, notamment dans le jeu, même si l'équipe de France est arrivée en demi-finale de cette compétition. Donc voilà, on va essayer d'aborder toutes ces thématiques. Et le premier point qu'il faut souligner, le premier argument, c'est que beaucoup de gens, notamment dans les médias, beaucoup de défenseurs de la formation française vont défendre cette dernière en disant que la France possède le plus gros vivier de jeunes joueurs dans le monde. Et ça, c'est vrai. On a en France trois pôles principaux. Le pôle d'Île-de-France, qui est le pôle le plus important. C'est là qu'il y a la plus forte concentration de joueurs de talent. Il y a aussi le pôle lyonnais avec l'Olympique lyonnais qui est évidemment avec le Paris Saint-Germain le club qui forme le plus de joueurs, en tout cas le plus de joueurs de qualité. Les joueurs les plus connus viennent du PSG, de l'Olympique lyonnais. Il y a le Stade Rennais aussi qui s'est un peu plus développé récemment, mais globalement les deux pôles se situent en Île-de-France et dans la région lyonnaise. Il y a aussi la région marseillaise qui n'est pas à éluder. Donc on a trois gros pôles de formation en France et beaucoup vont défendre la formation française en disant que il y a un gros vivier de joueurs en France et qu'on a le plus gros vivier avec celui de Sao Paulo au Brésil dans le monde. Et ça, c'est un argument qui est réel. C'est quelque chose qui a été prouvé. La France a le plus gros vivier de jeunes joueurs dans le monde avec celui de Sao Paulo au Brésil, ce qui est quand même quelque chose d'assez exceptionnel quand on sait qu'au Brésil, tous les gamins jouent au football. Donc c'est quelque chose qu'il faut souligner. Mais la quantité n'est pas gage de qualité. C'est pas parce que tu formes 1000 joueurs de football que tu vas avoir 1000 joueurs de qualité. Et surtout, en France, le problème que l'on souligne bien souvent, c'est que ça manque de diversité en termes de profil. Sur un échantillon de 1000 joueurs qu'on va former, il y a les 1000 mêmes joueurs. Ce sont tous des joueurs qui ont les mêmes profils et la formation française va favoriser des profils similaires, c'est-à-dire des profils de joueurs plutôt physiques, costauds, gros gabarits, rapides pour ce qui est des ailiers. Et ça, c'est quelque chose qui revient souvent dans la formation française, c'est qu'on a évidemment beaucoup de joueurs, il y a un vivier très conséquent, il y a beaucoup de talent et ça, c'est à mettre au crédit de la formation française. On arrive à attirer les jeunes passionnés, mais il y a aussi une concentration de joueurs à certains postes, donc le poste de défenseur central. L'équipe de France notamment a beaucoup de défenseurs centraux parce que c'est un poste qui requiert beaucoup de capacité physique et on a aussi une concentration de joueurs au poste d'ailier, mais pas des ailiers techniques. On a vraiment des ailiers qui sont très développés sur le plan physique, donc des ailiers qui vont très vite, des ailiers qui sont assez toniques notamment sur les appuis, mais qui manquent un peu d'intelligence de jeu et de technique. Notamment le cas Ousmane Dembélé que je trouve très intéressant, c'est que Ousmane Dembélé c'est l'un des rares ailiers français qui est très technique, qui a énormément de qualité à ce niveau-là. Il a un super pied gauche, mais c'est quelqu'un qui n'a pas d'intelligence de jeu. Et un joueur qui n'est pas cérébral quand il est technique, eh bien sa technique elle ne lui sert absolument à rien. Mais je pense que le cas Ousmane Dembélé, il est très révélateur de ce qui se passe du côté de la formation française. C'est que Ousmane Dembélé, c'est un joueur qui est très technique, mais la formation qu'il a reçue n'est pas du tout en adéquation avec ses qualités. Et ça se voit vraiment dans le jeu. C'est un joueur très technique, mais comme il n'a pas été formé pour exploiter ses qualités techniques, eh bien, il y a une petite incohérence et ça se voit. C'est quelqu'un qui est capable de dribbler trois joueurs, mais qui n'a pas dans son cerveau peut-être le développement nécessaire dans sa formation pour finir l'action qu'il vient d'entamer. Donc ça, évidemment, c'est intéressant et c'est le premier point. La quantité n'est pas gage de qualité. C'est pas parce que tu as le plus gros vivier mondial que ton vivier est qualitatif et qu'il est bon en termes de diversité de profil. Aujourd'hui, on a un manque de diversité de profil dans la formation française. Et si on devait faire un peu d'histoire, je pense qu'il faut remonter dans les années 80. Dans les années 80, l'équipe de France, c'est l'une des meilleures équipes du monde. C'est l'équipe qui joue peut-être le mieux. Et on les surnomme à ce moment-là les Brésiliens de l'Europe. On a évidemment ce fameux carré magique avec Jean Tigana, Luis Fernandez, Michel Platini et Alain Giresse. Et à cette époque-là, on avait une réputation en France de perdants magnifiques. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on avait une équipe qui jouait très bien, avec des joueurs très techniques qui n'étaient pas très développés physiquement. Si vous regardez Platini, Giresse, ce sont des joueurs plutôt fins, mais des joueurs très techniques, très créatifs. Mais le problème avec cette équipe-là, c'est qu'on perdait systématiquement. Et à chaque fois que l'équipe de France perdait, elle perdait face à l'Allemagne. À cette époque-là, l'Allemagne avait des joueurs de grande qualité physique. Les Allemands étaient connus pour être très costauds. Et à
chaque fois, on se heurtait à ce bloc allemand très compact, très solide, avec des joueurs assez méchants et hargneux, dont la qualité technique n'était pas la principale force. Et à cette époque-là, en France, on s'est dit qu'il fallait peut-être troquer ce style de jeu technique pour un style de jeu un peu plus physique, un peu plus solide, notamment sur le plan défensif. Et c'est là qu'intervient Aimé Jacquet. Peut-être a-t-il été un peu traumatisé, entre guillemets, et choqué par ce mythe des perdants magnifiques des années 80. On avait des joueurs très bons techniquement, notre formation était basée là-dessus, mais sur le plan physique, on n'était pas développé, ça pouvait nous porter défaut, notamment lorsqu'on jouait les Allemands en 82 ou encore en 86. Et Aimé Jacquet est intervenu, et Aimé Jacquet, c'est un peu le mentor de Deschamps. Quand on voit Jacquet, on voit Deschamps, puisque Deschamps a été très inspiré dans sa psychologie footballistique par Aimé Jacquet, aussi par le football italien des années 90-2000, qui était plutôt défensif aussi, mais en équipe de France, beaucoup par Aimé Jacquet. Et lorsqu'Aimé Jacquet est arrivé à la tête de l'équipe de France, il a voulu vraiment changer toute cette dynamique qui était en vigueur en France dans les années 80. Il a vraiment voulu mettre en place quelque chose de plus solide, notamment sur le plan défensif. Et quand vous regardez l'équipe de France 98, quand vous regardez notre épopée en 98 et la phase finale, on n'encaisse qu'un seul but, c'est face aux Croates en demi-finale. Et quand vous regardez l'identité des buteurs en huitième, en quart et en demi, en huitième, c'est Laurent Blanc qui nous sauve face au modeste Baragoué au but en or. En quart de finale, on arrive dans quelque chose qui est très Deschamps, très Jacquet, c'est-à-dire 0-0 face à l'Italie. On va jusqu'au tir au but. En demi-finale, on a Lilian Thuram qui met un doublé face à la Croatie. Donc il y avait un irrationnel, mais il y avait aussi la mise en valeur des défenseurs. C'était les défenseurs qui ont sauvé l'équipe de France lors de l'épopée en 98. Et c'est pas un hasard. Ironiquement, c'est ce qui avait été prôné par Aimé Jacquet. Aimé Jacquet voulait que ça se matérialise comme ça, voulait vraiment que l'équipe de France arrive à ce style-là, une équipe très solide défensivement avec des individualités très fortes qui allaient nous sauver. Zidane en finale, Zidane qui met un doublé, c'est l'individualité qui nous sauve. Djorkaeff, qui était plus fort que Zidane lors de la Coupe du Monde 98, c'était vraiment lui qui devait créer le jeu de l'équipe de France, mais autour de lui, il y avait qui? Il y avait Deschamps, il y avait Carambeu, il y avait Guy Varge devant, donc des joueurs très rugueux, des joueurs qui étaient dans la salle des machines, qui étaient là vraiment pour œuvrer dans l'ombre, pour permettre à Zidane, évidemment, même si Zidane sur la Coupe du Monde 98, c'est pas le Zidane qu'on a pu voir en 2006 ou en 2004, qui était beaucoup plus fort à cette époque-là. En 98, c'était plus Djorkaeff, qui était évidemment très bon, notamment techniquement, et qui portait cette équipe de France par son style de jeu. Donc voilà, on avait vraiment un Aimé Jacquet qui voulait absolument changer, contraster un peu, troquer le style de jeu des années 80 où on était des perdants magnifiques pour privilégier la gagne. C'est là qu'est née peut-être la culture de la gagne, très chère à Deschamps dans les années suivantes, bien sûr. Et c'est là que Aimé Jacquet a voulu troquer ce style de jeu pour un style de jeu plus défensif, plus collectif, pour mettre en avant une ou deux individualités qui de toute façon allaient sauver l'équipe de France. Si on est solide défensivement, qu'on arrive à bien défendre pendant 90 minutes et qu'on n'encaisse pas de but, il y a tôt ou tard une individualité qui va nous sauver. C'est ce qui a été prôné par Aimé Jacquet et plus tard par Deschamps. Et ça a inspiré la formation française. Donc parenthèse historique sur les années 80-90 fermée. Et ça, c'est ce qui a inspiré au final Didier Deschamps, et c'est ce qui a inspiré la formation française. Si aujourd'hui on forme des joueurs uniquement physiques, c'est simplement parce qu'on a suivi cette tradition de joueurs physiques. À partir des années 90, on a commencé à former que des joueurs de ce style-là pour contraster avec les années 80 où on avait des joueurs techniques mais on ne gagnait pas. Et ça, c'était frustrant puisque le football français, à terme, voulait commencer à gagner. Et ils se sont peut-être dit, peut-être que c'est un peu du complotisme, mais ils se sont peut-être dit que la seule manière de gagner, c'était de troquer ce style de jeu très technique pour quelque chose de beaucoup plus collectif. Et ce collectif, finalement, ça a un peu éclipsé les joueurs techniques puisque tout le monde n'est pas Zidane. Donc on a commencé à vouloir former des joueurs physiques et à négliger les joueurs au profil un peu plus technique. Et ça, évidemment, c'est préjudiciable. Et quand on regarde, il y a beaucoup de manques criants à de très nombreux postes, notamment aussi le poste de latéral moderne. Donc aujourd'hui, en équipe de France, on n'a pas de latéral moderne. Il y a l'exception Théo Hernandez, mais je vais en parler dans quelques minutes. On n'a pas de milieu de terrain offensif créatif, on n'a pas de 8 créatif, on n'a pas de numéro 10. Je veux bien que le poste de numéro 10 n'existe plus aujourd'hui, mais en équipe de France, on n'en a pas du tout. L'Allemagne a le mérite d'avoir Moussiala et Wirtz, 2-10 pour le prix d'un. Nous, on n'en a pas du tout. Et ça, évidemment, c'est un problème, en tout cas pour la sélection A. Et je parlais tout à l'heure du cas Théo Hernandez. En France, on ne forme pas de latéral moderne, et ça, évidemment, c'est un gros problème. Quand on regarde, par exemple, l'équipe de France en 2018, elle est vraiment révélatrice du football français, cette équipe de France. Et c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Beaucoup se sont extasiés du titre en 2018, et moi le premier, on était évidemment content puisqu'on est patriote avant tout, mais quand on regarde cette équipe de France 2018, on a en défense 4 défenseurs centraux. Lucas Hernandez et Benjamin Pavard sont venus jouer les latéraux, mais ils sont à la base des défenseurs centraux qu'on a mis à ce poste-là. Donc ça, évidemment, c'est très révélateur, c'est assez criant, et ça, c'était vraiment pour sécuriser
sécurisé d'un point de vue défensif. On a aussi au milieu de terrain N'Golo Kanté, qui est vraiment le milieu de terrain français par excellence, le milieu de terrain français moderne par excellence, quelqu'un qui va beaucoup courir, qui va imposer un défi physique, bon techniquement, mais ça n'est pas sa qualité première. On a évidemment Olivier Giroud, qui est le numéro 9 prôné par Deschamps, très physique, très costaud, qui prend tous les ballons de la tête, etc. On a évidemment Matuidi, qui a été repositionné ailier gauche. Je pense qu'aucune sélection nationale, à part la sélection française et son logiciel de valeur, ne peut mettre d'ailier gauche comme Blaise Matuidi. Donc c'est vraiment révélateur aussi de ce qu'est Didier Deschamps, de mettre Blaise Matuidi sur le côté gauche quand on connaît les lacunes techniques de ce dernier. Et les seules cautions créatives de ton équipe en 2018, c'est Pogba et Griezmann. Et leur histoire, elle est très intéressante. Griezmann, il est parti en Espagne à 14 ans et Pogba est parti en Angleterre à 17 ans. Et ça, évidemment, c'est très révélateur de la formation française, c'est que nos joueurs créatifs ne sont pas formés chez nous. Griezmann est un joueur espagnol. Pogba, dans sa formation, est un joueur anglais qui a aussi été biberonné au précepte italien. Donc on a vraiment en 2018 deux joueurs créatifs que sont Pogba et Griezmann qui ne sont pas dans leur psychologie footballistique des joueurs français. Et on a évidemment Mbappé, mais Mbappé n'a pas été connu pour ses qualités techniques, il a davantage été connu pour ses qualités physiques, puisque ce qui l'a rendu célèbre en 2018, c'est sa qualité à la finition, sa précocité, mais aussi sa vitesse avec ce fameux sprint face à l'Argentine. Donc on voit que cette équipe de France 2018, elle est très marquante, elle est très révélatrice et symptomatique de ce qu'est le football français. C'est un peu l'arbre qui cache la forêt, puisqu'on s'est extasié à juste titre devant cette équipe, mais on a aussi vu que au final, elle était assez symptomatique de ce qu'était la formation française. Il y a aussi cette dualité, finalement, cette dichotomie entre le joueur physique et le joueur technique. Et en France, on va toujours privilégier le joueur technique dans le joueur physique, pardon, dans la formation, puisque le joueur physique, c'est un joueur qui est beaucoup plus facile à former que le joueur technique. Un joueur physique, qu'est-ce qu'on lui fait? On le met sous une barre, on le met à la musculation très jeune, on lui fait travailler son endurance. C'est quelque chose qui finalement est plutôt facile pour un éducateur. Alors que le joueur technique, déjà, le joueur technique, par tradition, il est un peu fin, il est un peu maigre, donc il faut un peu le développer physiquement pour qu'il puisse tenir le choc. Évidemment, dans les matchs où l'intensité va monter, il faut aussi le faire travailler techniquement, le faire progresser. Et surtout, le joueur technique peut constituer une entrave à la structure collective créée par l'entraîneur. Aujourd'hui, en France, on prône le collectif et c'est quelque chose qui est important. Moi, je trouve que prôner le collectif, c'est évidemment quelque chose de très important, mais ça a une conséquence, c'est que ça va empêcher les joueurs créatifs de s'exprimer. On a tous eu cette phrase quand on a joué au football plus jeune, c'était lâche le ballon. Il y a certains coachs qui mettent aussi le jeu des 3 touches de balle pour vraiment essayer de créer une structure collective. Ça, c'est quelque chose que j'aime bien. Le jeu des 3 touches de balle, ça permet de faire progresser la vitesse d'exécution, ça permet de faire travailler le cerveau, de jouer vite, mais d'un autre côté, ça peut aussi couper des têtes. Le fait de créer une structure collective très forte, ça va empêcher tes joueurs créatifs de s'exprimer et ça va évidemment retarder la progression. Le joueur physique, aujourd'hui, dans un football où l'intensité est toujours plus forte et où on prône le muscle, c'est un joueur qui se vend aussi beaucoup mieux. Kolo Muani a été vendu à 90 millions au Paris Saint-Germain. Youssouf Fofana a été vendu 20 millions du côté de l'AC Milan, alors qu'on sait tous que Fofana, techniquement, c'est assez limité. Axel Disasi a été vendu à Chelsea pour une quarantaine de millions. Donc on voit que le joueur physique, peu importe le poste, défenseur, milieu, attaquant, il se vend très bien plus que le joueur technique. Quand on regarde aujourd'hui, qui sont les joueurs techniques du côté du football français? Marnès Akliouche, qui n'est toujours pas parti de Monaco alors qu'il a 22 ans. Normalement, les joueurs de Monaco partent beaucoup plus tôt et se vendent à prix d'or. On a Ryan Cherki qui n'a pas réussi à être vendu par l'Olympique Lyonnais. Je savais bien que Ryan Cherki ait des problèmes, notamment à cause de son individualisme, de son égoïsme, qu'il ait aussi des problèmes d'attitude. Mais un joueur comme Ryan Cherki de ce talent-là, normalement, ça se vend à prix d'or. Lyon n'a pas réussi à le vendre puisque nos clubs français n'arrivent pas à vendre des joueurs techniques. On ne sait pas les mettre en valeur, donc on n'arrive pas à les vendre. Un joueur physique aujourd'hui dans le football moderne est un joueur qui est beaucoup plus facile à vendre que le joueur technique et ça évidemment les clubs français le savent et aujourd'hui il y a un truc qui me dérange, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, c'est qu'aujourd'hui beaucoup vont dire notre équipe de France est la meilleure du monde puisque tous nos joueurs jouent dans un gros club. Mais ça c'est un peu l'arbre qui cache la forêt et c'est un argument qui est un peu caduque puisque le jour où on joue l'Espagne comme à l'Euro, le jour où on joue l'Italie comme il y a 3 ou 4 jours, on se prend une vraie surprise, puisque quand on a joué la sélection espagnole, elle était composée à majorité de joueurs qui évoluent en Liga, de joueurs qui évoluent à Villarreal, à Bilbao, à la Real Sociedad. Et donc avec arrogance, une arrogance qui est très française, on va se dire oui, mais nos joueurs jouent dans les meilleurs clubs, dans les meilleurs clubs européens, donc forcément on va être meilleur que les joueurs de Liga qui jouent à Villarreal ou à la Real Sociedad. Mais le problème avec ça, c'est que nos joueurs jouent dans les gros clubs puisqu'ils sont pris pour leur qualité physique, puisqu'ils sont pris pour leur capacité à s'intégrer dans des collectifs, alors que les joueurs espagnols
espagnols. Certes, ils ne jouent pas dans des gros clubs, mais ce sont des meilleurs joueurs de ballon que les nôtres. Aujourd'hui, quand on voit le milieu de terrain qui a été aligné par la France face à l'Italie, on a Griezmann, on a Youssouf Fofana et on a N'Golo Kanté. Tous jouent ou ont joué dans des gros clubs. Fofana à l'AC Milan, Griezmann à l'Atlético et Kanté était à Chelsea il y a 3 ou 4 ans. Quand tu compares ça au milieu de terrain italien, c'est sûr que le milieu de terrain italien, d'une façon individuelle, fait pas figure face au milieu de terrain français. Mais dans la structure collective, dans vraiment l'individualité, dans la technique finalement, dans la capacité à jouer au football, l'Italie est bien meilleure que nous puisque l'Italie a des joueurs créatifs, puisque l'Italie a des joueurs techniques. Oui, un mec comme Ricci qui joue au Torino, par exemple, ou un mec comme Zubimendi qui joue à la Sociedad, pour ce qui est le cas des Espagnols, c'est sûr que ça joue pas dans des gros clubs, mais c'est un joueur technique, c'est une valeur sûre, c'est quelqu'un qui est capable de faire tourner le ballon, c'est quelqu'un qui est capable de te faire gagner des matchs, puisque techniquement, il est très précieux, alors que le joueur français, oui, il joue dans un gros club, mais il est pris pour sa qualité physique, il est pris pour sa capacité à s'intégrer dans un collectif et à être bon au milieu de terrain pour gagner des ballons. Mais dès que tu lui demandes de solliciter un peu plus l'intelligence de jeu, le cérébral, ça devient compliqué puisqu'il n'est pas formé à ça. Le joueur français n'est pas formé à réfléchir, il est formé à aller au combat physique. C'est pour ça qu'on a un mec comme Matteo Guendouzi, par exemple. Matteo Guendouzi, c'est un très bon joueur, hein. C'est quelqu'un qui est capable de gagner les ballons, qui est bon dans l'état d'esprit, mais c'est pas quelqu'un qui va solliciter son intelligence de jeu. Alors qu'aujourd'hui, en Espagne, on a des mecs comme Zubimendi, on a des mecs comme Merino, qui sont des mecs qui jouent dans des clubs mineurs, même si Merino a signé à Arsenal récemment, mais qui sont des mecs qui sont biberonnés à l'intelligence de jeu. C'est des mecs qui ont un logiciel qui est on joue au football, on essaie de proposer un jeu technique. Et ça, c'est cette arrogance qui est très française. On se dit, nos joueurs jouent dans les meilleurs clubs, mais c'est pas parce qu'ils jouent dans les meilleurs clubs que c'est une garantie de qualité. Ils jouent dans les meilleurs clubs puisqu'ils ont des qualités qui correspondent à ce que veulent les gros clubs aujourd'hui en termes d'intensité et de rythme, alors que les joueurs techniques qui restent à Villarreal ou à la Sociedad le font puisque dans ces clubs-là, ils sont dans une structure collective qui leur apprend à réfléchir et ça, évidemment, c'est différent. Et puis, il y a évidemment un retard dans la formation de nos joueurs créatifs. Quand on regarde Akliou, Cherki et Doué, ces mecs-là sont très forts, ils ont beaucoup de qualité et de talent, mais ils ne sont pas mis en valeur par la formation française. Quand on regarde en Angleterre, Bellingham et Palmer sont des joueurs importants de leur sélection. Quand on regarde avec l'Allemagne, évidemment, Musiala et Wirtz sont le renouveau de la jeunesse allemande et de cette nouvelle génération, alors que du côté de l'équipe de France, on a du mal à faire éclore nos joueurs créatifs. Akliou, Cherki ou encore Désiré Doué sont des joueurs dont la progression a été retardée par le fait qu'on ne les met pas au centre du projet. Aujourd'hui, un club français, quand il veut mettre en valeur un joueur, il met en valeur un joueur physique puisque ça se vend beaucoup mieux. Le joueur technique est éclipsé et donc ça le retarde dans sa progression. Je ne dis pas que Akliou et Cherki sont plus talentueux que Musiala et Wirtz, bien évidemment qu'ils ont beaucoup moins de talent que ces deux-là, mais si on les mettait davantage au centre du projet, je pense qu'ils progresseraient plus rapidement et qu'ils parviendraient à l'équipe de France plus facilement là aussi. Donc c'est un problème, je trouve, dans la formation française. Donc voilà, pour moi, c'est ça un peu les problèmes de la formation française. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, vidéo un peu longue bien sûr, mais c'est un problème très philosophique et assez existentiel. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à vous abonner, à liker et à partager. Merci beaucoup.